Alors, je vais me représenter très rapidement. Donc, je suis Berthe Delan, je suis la coordinatrice de la Fédération Parapluie Rouge. Et donc, je vais modérer cette session qui va être sur la thématique du rôle des travailleuses du sexe dans l'élaboration des récits et de leurs paroles dans les médias. Pour cette session, l'idée était quand même de redonner la parole au TDS et du coup d'interroger comment, en tant que TDS, on prend la parole, qu'est-ce qu'on veut raconter, comment on le raconte, comment on fait parler nos collègues et quelle est l'utilité, qu'est-ce qu'on fait de cette parole-là, qu'est-ce que ça sert et en quoi ça sert le public en général. Enfin, voilà. Du coup, je vais commencer avec Vera. Donc Vera Flynn exerce le travail du sexe en ligne depuis 2011. Son activité s'articule autour de la mise en scène de soi, de la construction d'une image publique et de la gestion de l'intimité dans les espaces numériques. Elle explore les questions de visibilité, d'authenticité et de choix personnels dans un environnement médiatique en constante évolution. Vera, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Berthe. Donc je remets un contexte. Nous, on se connaît depuis quand même quelques années parce qu'on est collègues de travail du sexe, quoi. Et donc, ça me paraissait intéressant de t'inviter à cette table ronde parce que tu as une parole sur Internet qui est intéressante, qui est variée et voilà, j'avais envie qu'on puisse en discuter avec toi. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu déjà de ce que tu fais sur les réseaux, de ce que tu racontes, voilà. Alors déjà, moi de base, je suis travailleuse du sexe virtuel donc depuis 2011. Et j'ai commencé, je faisais de la webcam, après j'ai fait de la photo, j'ai fait de la vidéo. Enfin, c'est un parcours assez classique de travailleuse du sexe. Mais plus les années avançaient, plus en fait les réseaux sociaux, c'était devenu quelque chose de très important pour nous. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on existe beaucoup par les réseaux sociaux. Et surtout, les réseaux sociaux, pour moi, c'est une manière de reprendre la parole par rapport aux médias. C'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup nous médiatiser, mais pas forcément dans le bon sens. On va déformer notre parole, on va parler de nous, genre on va glamouriser notre métier, surtout dans le virtuel. Et c'est pour ça que moi, ça me semble important parfois de parler d'égal à égal aux gens qui me suivent sur les réseaux et de ne pas faire de faux semblants. C'est-à-dire qu'on peut me voir le matin totalement en chemise de nuit, pas coiffée, pas maquillée, etc. Parce que derrière la travailleuse du sexe, il y a un être humain. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, c'est justement une opportunité de faire passer ce message, quoi, qu'on est des êtres humains avec des émotions, avec des envies, avec une vie, et que on est des personnes un peu comme les autres. Et justement, ça permet aussi de lutter contre des clichés, contre des stéréotypes qu'on a, surtout avec l'apparition d'OnlyFans ou de mimes, comme l'argent facile, par exemple, ou le fait qu'il n'y ait pas besoin de travailler beaucoup pour beaucoup gagner. Je veux dire, moi, par exemple, je suis beaucoup sur TikTok, et je vois bien que les commentaires que j'ai quand je parle de mon métier, c'est beaucoup « Ah bah oui, mais toi, tu gagnes 10 000 € par mois, du coup ». Et genre, non, jamais de la vie, j'ai gagné 10 000 € par mois. Je gagnerai sans doute jamais 10 000 € par mois. Encore une fois, c'est un métier qui reste précaire. Si j'arrive à me sortir un SMIC, c'est merveilleux, mais ça arrive même pas. Donc, c'est pour ça que je trouve que les réseaux sociaux, c'est important. Ça nous permet de prendre la parole et de nous exprimer, même si c'est pas évident. Parce que on est beaucoup censuré, et ça de plus en plus. Je veux dire, il y a encore quelques temps, on n'avait pas trop de difficultés à avoir des réseaux sociaux qui tenaient le coup, hein, mais nous, par exemple, quand on perd un compte TikTok, on perd tout notre travail et on perd toute notre visibilité, et on retourne pas à zéro, mais pratiquement. Et c'est hyper important de préserver cet espace, mais malheureusement, avec les nouvelles régulations d'Internet et tout, on peut même plus parler vraiment librement. C'est-à-dire que parfois, si j'ai le malheur de prononcer un mot un peu trop
oulala, je dis pénis, Instagram va pas forcément aimer et peut complètement me virer une story, ou encore là il y a mon compte qui avait sauté pendant 24 heures, et le nombre de comptes de collègues sur Instagram qui disparaissent du jour au lendemain sans raison valable, parce qu'il y a plein de comptes où on voit des photos de femmes très dénudées où il n'y a aucun problème, mais quand il s'agit de travail du sexe, et ben là pour le coup ça pose un vrai souci. Et on n'arrive pas, faire passer le message, c'est pas évident sans qu'on nous censure tout le temps, en fait. Tout le temps, on doit utiliser des stratégies de communication, on doit vraiment passer par des petits chemins pour tout ça. Et c'est pas évident aussi pour sensibiliser et pour parler un peu de notre métier en général, quoi. Et dans les multiples utilités que peuvent avoir les réseaux, donc, dont effectivement travailler sur déstigmatiser ce qui est le travail du sexe et ce qui est notre activité, est-ce que tu y vois aussi une façon de briser l'isolement quand on est TDS, de pouvoir parler aux collègues et de pouvoir s'échanger des infos? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Alors, je pense que oui, c'est essentiel de privilégier une sororité, genre vraiment, c'est important. Moi, mes collègues, elles sont précieuses. On parle énormément, que ce soit sur Twitter, sur Instagram ou autre. Et c'est hyper important, en fait, de garder ce lien. Et même parfois, par exemple, si je perds mon Instagram, je vais peut-être perdre des collègues que je suis plus ou qui me suivent plus. Et pourtant, c'est méga important parce que nous, on travaille tout seul, on travaille tout seul à la maison, on est devant un ordinateur ou devant un téléphone absolument tout le temps. Et si on n'a pas quelqu'un à qui parler des mêmes problèmes, ça devient vite compliqué, en fait, niveau santé mentale, de pouvoir souffler, quoi. Et en dehors de l'utilité que ça a de manière intra-communautaire, est-ce que dans le discours qu'on peut amener, au-delà de la déstigmatisation, il n'y a pas aussi un discours qui pourrait servir de manière générale le grand public sur des questions de prévention sur la sexualité, ce genre de choses? Est-ce que tu vois aussi ce genre d'utilité Alors moi je suis très out par rapport à ce que je fais, et en fait oui, je vois que ça peut servir, et que j'ai des gens qui viennent plus facilement vers moi, sachant que je suis travailleuse du sexe et tout. Ils savent qu'ils vont pas être forcément jugés que comme par quelqu'un d'autre. Et mais bon, ça j'ai déjà remarqué même dans mes relations. Dans mes relations, par exemple, j'étais allée faire mes ongles une fois, elle est au courant que j'étais travailleuse du sexe, et du coup, elle est venue se confier à moi. Elle m'a dit que, par exemple, elle a un partenaire, un plan cul, qui poussait beaucoup pour ne pas utiliser de capote ou des choses comme ça. Et on voit bien, en fait, qu'on libère une certaine parole quand même autour de tout ça. C'est vraiment intéressant. Si tu avais un message à faire passer, là, comme ça, autour justement de la parole à prendre sur les réseaux et dans les médias de manière générale, qu'est-ce que tu ferais passer comme message? Je pense que c'est important d'être soi-même autant qu'on peut, genre de dire ce qu'on ressent, d'être authentique, de ne pas hésiter, parce que je pense que justement, si on veut que le client en face nous voit de plus en plus comme un être humain, il faut que aussi j'ai pas envie de dire qu'il faut qu'on fasse de l'éducation, parce que c'est pas notre rôle, pas du tout. Mais j'avoue qu'ils ont besoin d'être éduqués, et c'est ça qui est malheureux. Et vu que moi, je peux me permettre de prendre un peu cette parole et de me montrer un peu à nu, mais encore de façon différente, je le fais. Et voilà, je recommande pas à tout le monde de le faire. Mais voilà, de temps en temps, faut pas hésiter à pousser des coups de gueule, à être soi-même, à dire les choses, et juste les choses comme elles sont, en fait, sans les glamouriser, sans les dramatiser, mais juste dire les choses comme elles sont. Voilà. Merci. Je vais passer la parole à Carmina. Petit aparté, si vous avez des questions, vous les notez, et à la fin, on pourra avoir un petit temps de questions-réponses. Du coup, Carmina, tu es réalisatrice, productrice et travailleuse du sexe, qui est créatrice du studio de porno alternatif Carré Rose Film. À travers tes documentaires et ton podcast Démonétisé, tu milites pour la reconnaissance du travail du sexe comme un travail, la représentation respectueuse des genres et sexualités, et la fin de la stigmatisation qui touche les personnes du milieu. Bonjour, bonjour à tous. Ce qui est un peu marrant, c'est que
Moi, je suis rentrée en fait dans le travail du sexe et dans la pornographie par justement le biais du journalisme. J'ai en fait mon premier contact avec le milieu, ça a été en 2013 quand en fait je lisais un site internet donc qui s'appelle le Tag Parfait et qui est un site internet qui était spécialisé en fait en culture pornographique et que je trouvais vraiment absolument intéressant puisque c'était un média qui traitait la pornographie et donc le travail du sexe comme un sujet tout à fait classique et normal, c'est-à-dire en faisant vraiment des analyses que ce soit du côté social, sociétal ou culturel ou de parler de l'industrie et du business, donc comme si c'était un sujet vraiment classique. Et moi qui étais donc depuis assez longtemps une assez grande fan de pornographie, j'adorais vraiment lire les articles et un jour je me suis dit tiens en fait pourquoi est-ce que moi j'écrirais pas aussi pour ce magazine, et donc je les ai contactés pour écrire et c'est en fait comme ça que je suis rentrée dans le milieu parce que au départ j'écrivais justement donc sur la pornographie, sur les personnes qui travaillent dans le milieu de la pornographie donc pour les besoins d'un article puisque donc c'était donc en 2013 à une époque où donc la webcam avait vraiment le vent en poupe et où c'était on va dire un des médiums en fait les plus intéressants pour la pornographie parce que ça permettait beaucoup de créativité et beaucoup d'interaction. Donc pour les besoins d'un article en fait je me suis moi-même inscrite sur un site de webcam en tant que modèle pour essayer de justement comprendre parce qu'en fait j'avais pas envie d'écrire sur la webcam sans comprendre comment ça marchait et ce que ça faisait. Et donc en fait déjà à l'époque je me disais ok je veux bien parler de ce sujet, mais ça je l'ai capté que beaucoup plus tard, mais c'était en fait je veux bien parler de ce sujet mais je voudrais parler en tant que personne du coup concernée et en tant que personne qui comprend un peu ce qui se passe et qui a un peu une idée de comment ça marche derrière. Donc pour les besoins de l'article, je me suis inscrite sur un site de webcam et j'ai commencé à faire des shows érotiques, pornographiques de webcam. Et en fait, je me suis rendu compte déjà que je trouvais ça super, que j'adorais ça et que ça m'apportait énormément dans ma vie et dans mon quotidien. Et du coup, il y avait aussi ce côté, puisque ça me donnait matière à écrire. Du coup, je continuais de faire des shows et comme j'aimais bien les shows, j'avais plein de choses à raconter. Donc, ça a vraiment créé un peu une sorte de cercle vertueux, on va dire, où en fait, il y avait autant de plaisir, autant dans la pratique de la webcam que dans l'écriture et la vulgarisation et la transmission en fait des connaissances que j'accumulais au fur et à mesure sur la webcam. Et donc, au lieu de faire juste un article, j'en ai fait tout un blog. Et donc, pendant 4 ou 5 ans, j'ai tenu un blog où je racontais vraiment qu'est-ce que c'était donc d'être camgirl. Et en fait, donc c'était assez naïf en plus, évidemment, à l'époque, parce que je connaissais pas du tout le milieu. Mais maintenant, je vois bien avec le recul que c'était vraiment une découverte politique et hyper intéressante parce que c'est vraiment par là que je suis rentrée dans le militantisme, dans la politique, dans la compréhension en fait finalement du monde qui m'entoure. Et j'ai continué aussi d'écrire pour le magazine, à faire des interviews, à rencontrer des personnes, des collègues du coup, des travailleurs du sexe, des personnes qui faisaient de la webcam, des personnes qui faisaient du porno. J'ai décidé de faire du coup mes propres films à partir de 2017. J'ai créé donc mon studio de production Carré Rose Film. Où je fais en fait des films on va dire que j'appelle alternatifs parce que j'essaye de montrer une pornographie qui va venir se poser en alternatif à la pornographie de masse, donc avec peut-être plus d'inclusivité, une meilleure représentation des genres, des minorités, des personnes LGBT, etc. Et du coup, donc ça c'était donc mon premier film en 2017. J'ai créé le studio dans la foulée. Et j'ai commencé en fait aussi à parcourir les festivals, donc les festivals de pornographie alternative ainsi que les festivals de travail du sexe. J'ai commencé dès 2018 du coup à travailler au Snap Festival, donc aux côtés de Marianne Chargois. Le Snap Festival étant du coup un festival où c'est uniquement des personnes qui sont travailleuses du sexe qui participent à la création du festival et qui présentent leurs œuvres. Donc encore une fois, toujours dans cette optique de laisser parler les concernés, de donner la parole aux concernés, qui a vraiment porté en fait tout le long ma carrière. Et en 2021, donc après les premiers confinements et les premières étapes de la pandémie, donc quand on a vu en fait l'explosion des plateformes telles que OnlyFans, Mime, etc., qui ont vraiment décollé à
à ce moment-là, on a commencé à voir se multiplier les discours dans les médias autour d'OnlyFans et de plus en plus en fait il y avait vraiment une perméabilité du discours d'OnlyFans dans différentes couches culturelles, c'est-à-dire dans les séries télé, dans les blagues de stand-up, dans les chansons, dans les clips, et ça a vraiment été un phénomène qui a pris énormément d'ampleur et qui était systématiquement mal traité par les journalistes. Et donc avec une collègue, on a décidé de s'emparer du sujet et de faire un documentaire. Donc étant toutes les deux du coup travailleuses du sexe et travaillant sur OnlyFans et sur d'autres plateformes. Et donc en 2021, on a commencé donc ce documentaire qui était autoproduit et financé par crowdfunding. Et avec lequel on s'est entouré uniquement de personnes LGBTQ+, de femmes, et surtout de personnes qui avaient au moins un pied déjà dans le milieu du travail du sexe ou qui étaient travailleurs du sexe elles-mêmes, pour vraiment réussir à respecter au maximum l'idée que en fait ce sont des personnes concernées qui parlent et qui transmettent le récit. Et donc le documentaire est sorti en 2024, il s'appelle Télétravail du sexe, et d'ailleurs dedans vous pouvez retrouver Vera. Et donc il s'agit vraiment de 5 personnes qu'on a suivies pendant une journée, qu'on a interviewées et qui du coup racontent elles-mêmes leur quotidien, quels sont les challenges auxquels elles font face, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent, quels sont les plaisirs aussi qu'elles peuvent éprouver dans la pratique du métier. Sachant que voilà, ça on pourra en reparler, mais avec des difficultés en fait très importantes dans la création du documentaire, puisque étant donné que il est fait uniquement par des personnes concernées, évidemment on n'avait pas un réalisateur de cinéma cis hétérosexuel blanc et célèbre pour porter un projet à qui on aurait donné 1 million d'euros, mais comme nous on est des travailleurs du sexe, des escortes, des putes, des actrices porno, nous on veut pas forcément nous donner d'argent pour faire exactement la même chose en fait finalement. Donc ça c'est aussi quelque chose, en fait il y a aussi un stigma qui pèse à ce niveau-là, mais on pourra en reparler. Et du coup pour terminer, là actuellement comme du coup le magazine Le Tag Parfait dans lequel je travaillais n'a plus d'argent à cause de la censure et de la scission de plus en plus importante qu'il peut y avoir entre les médias traditionnels et la pornographie ou le sexe ou les cultures, les sexualités. Donc le magazine ne peut plus tourner actuellement, sachant que en plus maintenant avec la loi SREN qui vient de passer, étant donné que c'est un site où on montre des images pornographiques et on parle de pornographie, en fait la loi SREN m'aurait imposé en fait de mettre une vérification d'âge pour accéder au site, sauf que je trouve un peu aberrant de mettre une vérification d'âge pour l'accès à de l'information et à l'accès à de la culture, sans compter le fait qu'en plus ça coûte très très cher, parce qu'en fait les vérifications d'âge sont payantes évidemment pour la personne qui a un site internet. Pour vous donner une idée, c'est 30 centimes la vérification d'âge. Donc si vous avez par exemple, je sais pas, imaginez 1000 personnes qui se connectent tous les jours à votre site, il faut payer 1000 fois 30 centimes tous les jours pour pouvoir faire vérifier l'âge des personnes qui sont là. Donc je comprends la volonté de vouloir protéger l'accès des mineurs à la pornographie, mais pour moi la loi SREN est une aberration et ce sont les petits producteurs et les petits travailleurs en bout de course qui vont en pâtir. Donc ce site malheureusement ne peut plus être en ligne actuellement, alors que c'était une mine d'informations sur la pornographie, sur le travail du sexe, qui était en partie écrite et en tout cas rédigée par des personnes concernées. Et comme en fait je me suis rendu compte que ce travail de transmission de la parole et d'auto-narration me manquait énormément, j'ai décidé de lancer un podcast il y a quelques mois qui du coup s'appelle Démonétiser, parce que on sait très bien que vu les sujets qu'on aborde, on n'aura absolument pas le droit d'avoir ni l'argent de la publicité, ni de YouTube, ni de TikTok, ni d'Instagram, ni de X, ni de personne en fait. Donc c'est un podcast où en fait j'interviewe et je donne la parole à des personnes qui sont travailleuses du sexe. Alors j'ai choisi de me spécialiser sur les travailleurs du sexe de la pornographie parce que c'est vraiment mon domaine d'expertise. Donc je reçois des personnes qui font du porno, actrices, acteurs pour l'instant, et peut-être à terme, peut-être que j'aurai aussi des personnes qui sont réalisatrices mais qui ne sont pas travailleuses du sexe, mais ce sera peut-être dans un deuxième temps. Voilà, toujours dans cet esprit de donner la parole aux concernés, laisser les gens s'approprier leur propre récit et raconter leur propre histoire. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais c'est tout pour moi. Non, c'est très bien. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du documentaire Télétravail du sexe, comment ça s'est passé et aussi un peu comment ça a été reçu aussi ?
On est vraiment très très contente d'avoir pu faire ce documentaire télétravail du sexe. Donc on l'a fait, comme je le disais tout à l'heure, à 100% en crowdfunding. Donc l'avantage étant que autant Prune que moi, on avait déjà à peu près 10 ans de métier derrière et donc un certain following sur les réseaux sociaux et une communauté qui était prête à soutenir des projets. Donc on a récolté, si je ne m'abuse, je crois que c'était 28 557 € pour faire un film de 1h20. Donc s'il y a des personnes qui travaillent dans le cinéma, vous vous rendez bien compte qu'en fait c'est un budget absolument ridicule parce qu'il aurait fallu 280 000 € et pas 28 000. Donc on a réussi à faire un documentaire de 1h12 avec 28 000 €. Donc ça implique que on s'est pas payé, par exemple, ni Prune ni moi ne nous sommes payés. Le documentaire a été très bien reçu par les personnes qui l'ont vu. Il a beaucoup tourné en festival, notamment en festival queer, festival de pornographie, festival de sexualité. Mais 99,9% des festivals traditionnels auxquels on a envoyé le documentaire ont refusé de le diffuser, ou en tout cas ne l'ont pas sélectionné pour des raisons diverses et variées, j'imagine, et pas du tout parce que ça parlait de travail du sexe. Le seul festival traditionnel qui nous a ouvert ses portes, c'était Écran Mixte à Lyon, mais qui est du coup un festival quand même queer, LGBTQ, et qui avait cette année une section pour les projets justement queer un peu indépendants, dans laquelle on a été choisi. Donc tout le monde, la plupart des retours qu'on a eus, c'est beaucoup de surprises, les gens qui connaissent pas le métier, qui du coup découvrent complètement un peu comment ça marche finalement, qu'est-ce qu'on fait de nos journées, comment ça marche dans la vie pour nous en tant que personnes qui travaillent à la maison. Beaucoup de personnes aussi se sont rendues compte des similitudes qu'il pouvait y avoir entre leur situation et la situation des personnes qui font du porno en ligne. On a notamment fait une projection pour le syndicat solidaire informatique et la plupart des gens qui étaient là nous ont dit en fait on a la même vie. Parce que nous aussi, on est tous les jours derrière un ordinateur ou sur un téléphone. On est tous les jours en train de faire de l'informatique. On a besoin de matériel sans cesse se renouveler, d'être performant. Y a le sentiment aussi d'isolement dans le fait d'être télétravailleur. On est un peu accro à son téléphone aussi, accro au réseau, à l'internet, aux emails qui arrivent à 22h30 du travail et qu'on ne devrait pas traiter, mais qu'on traite quand même. Donc il y a eu un peu de la surprise et effectivement beaucoup de réalisations des gens qui se rendent compte qu'en fait, oui, il y a beaucoup de similitudes entre ce que eux font et ce que nous on fait. Le problème, c'est que le documentaire est pas, à mon goût, en fait, n'a pas assez été diffusé parce que comme il a tourné essentiellement dans des festivals de sexualité et de pornographie, le film a été vu par des personnes qui sont déjà un petit peu sensibilisées au sujet, alors que nous, notre but premier, c'était quand même de toucher plutôt des gens qui ne connaissent rien au milieu, qui ne connaissent rien au porno, qui ne connaissent rien à OnlyFans. Et pour l'instant, on a encore eu un petit peu de mal à atteindre ce public-là. J'ai contacté des maisons de distribution pour essayer de le faire distribuer en télé, mais c'est hyper compliqué. Donc, on est très content des retours, mais oui, j'aurais bien aimé que ça passe, je sais pas, sur une chaîne de télé publique, nationale, n'importe. Et pour l'instant, on n'a pas encore réussi. Donc voilà. Donc clin d'œil aux personnes qui pourraient pousser à ce que ce soit diffusé dans plein d'endroits. Ça serait bien, ouais. Je vais enchaîner avec Marianne. Du coup, Marianne, tu es travailleuse du sexe militante, artiste et organisatrice d'événements dédiés au travail du sexe et aux pornographies alternatives. Tu développes depuis 2018 le SNAP, qui est un festival dédié au discours et représentation des TDS. Tu es installée en Belgique et tu es chargée de projet à Utopie, qui est l'organisation des TDS en Belgique. Et tu y développes actuellement une recherche-action sur les espaces de travail dans le secteur. Marianne, est-ce que tu as envie de nous parler de ce que tu fais, par exemple, avec le SNAP ? Oui, comme l'évoquait Carmina, avec qui on l'organise depuis 2018. C'est un festival qui a vu le jour au début grâce au soutien de l'Open Society Foundation. Pour les personnes qui ne connaissent pas, qui est une fondation privée et donc qui à l'époque était une fondation qui soutenait beaucoup les
les collectifs, les groupes, les organisations de travailleurs, travailleuses du sexe au niveau international dans la lutte pour l'accès aux droits. Et donc, ils ont lancé à un moment une ligne de financement qui s'appelait Changing Dominant Narratives, et donc pour favoriser voilà des représentations alternatives à celles qui étaient stigmatisantes et dangereuses pour les travailleurs travailleuses du sexe. Donc voilà, c'est important de parler aussi comment financièrement dans quel contexte on arrive à faire les choses. Voilà. Et après, par contre, c'est une fondation qui n'a pas vocation à donner des financements pérennes. Et puis en plus, bon, ils ont un peu changé leur voilà leur ligne de financement actuellement, etc. Et donc moi je suis partie vivre en Belgique, alors aussi parce que je suis travailleuse du sexe et que la criminalisation en France devenait trop difficile, et qu'en Belgique la situation était un petit peu meilleure par rapport à la France. Et donc le festival m'a suivi là-bas. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que en Belgique, alors aussi du fait que le travail du sexe est décriminalisé là-bas, pour la première fois, ça a été possible d'obtenir des financements publics pour organiser ce festival. Et donc en sachant que, comme le disait Carmina, donc c'est un festival qui ne diffuse et ne programme que des discours et représentations faites par des personnes elles-mêmes travailleurs ou travailleuses du sexe, ou des projets à minima réalisés en collaboration active avec elles. Et donc en France, ça n'a jamais été possible d'obtenir un financement public. Voilà, donc c'est intéressant de voir aussi comment comment un contexte aussi législatif, politique, a aussi des conséquences en chaîne aussi sur d'autres choses qu'on peut faire, que là, du coup, ça donne lieu à un travail de lutte contre la stigmatisation qui est assez important. Et pour toi, quelle est l'importance du Snap Festival pour la communauté? Qu'est-ce que ça apporte? Voilà. C'est un espace qui, en fait, qui permet de faire proliférer les discours et les représentations par les TDS. Quand on voit par rapport à la toute première édition en 2018, il y avait quasiment pas de réponse aux appels à projets, parce qu'il y avait très peu de choses. Et en fait, au fil des années, en fait, il y a toujours plus de contenu, de choses qui sont créées. Donc c'est moi, ce que je trouve assez frappant, en tout cas avec ce festival, c'est que c'est le fait d'ouvrir un espace-temps à un moment donné, qui fait que les personnes vont s'autoriser à proposer quelque chose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Snap, c'est pas un festival où on va faire uniquement un travail de programmation, voilà, de choses existantes qu'on va trouver intéressantes et qu'on va programmer au festival. C'est que 99% des choses qui sont programmées sont créées exprès pour le festival. Donc c'est dans ce sens-là, on voit que c'est vraiment l'occasion qui crée l'opportunité, qui crée l'autorisation, et qui fait que des personnes qui n'avaient pas forcément déjà une aisance ou une maîtrise, par exemple, d'un médium artistique ou d'un autre support, voilà, donc les personnes, même si elles n'ont pas ces maîtrises-là ou cette confiance en elles, à cet endroit-là, eh ben, elles vont oser en fait quand même proposer quelque chose, parce qu'elles savent que c'est un endroit bienveillant et qui est dédié à ça. Et donc, et c'est vraiment l'esprit du festival, d'accueillir aussi du DIY, d'accueillir des premières fois, d'encourager, et souvent aussi ça demande d'ailleurs de passer beaucoup de temps à parler, à travailler aussi avec des personnes qui ont envie de se lancer, mais qui ont besoin de support et de soutien, qu'on dise mais oui, c'est génial, viens faire ça, et voilà de quoi tu as besoin. Et je vais un peu faire le lien entre ta casquette de créatrice du Snap et aussi ta casquette à Utopie. Mais du coup, comment tu vois l'apport de justement la parole des TDS, par exemple, sur des
des prestations artistiques ou alors sur les réseaux, etc. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça apporte des choses à ton activité aussi à Utopie? Et est-ce que ça apporte aussi des choses de manière globale quand on veut mener des actions vis-à-vis des TDS? Et est-ce que ça change aussi la vision que le grand public peut avoir sur les travailleuses du sexe? Quand tu dis ça, c'est le SNAP ou j'ai pas compris. Un peu les deux, c'est-à-dire que est-ce que tu vois un petit peu l'extension de ce que produit le SNAP aussi à travers la vision générale qu'on peut avoir sur le TDS, et aussi est-ce que ça alimente, c'est mieux là? Est-ce que ça alimente aussi ton travail à Utopie, ou est-ce que inversement, est-ce que tu fais des liens entre les deux ou pas? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui communique entre il faut savoir, à Utopie, par exemple, moi je travaille sur le plaidoyer politique. Je travaille sur le plaidoyer politique et sur toute la question des statuts professionnels et des conditions de travail. Donc, dans le contexte de post-décriminalisation du travail du sexe en Belgique, et donc notamment, par exemple, donc sur toute la mise en place en fait d'un statut salarié pour les travailleurs du sexe en Belgique. Et donc ça, c'est un pan de ce que je fais à Utopie. Et l'autre pan, c'est que je travaille sur l'organisation d'événements et sur des projets qui permettent de lutter contre la stigmatisation et contre les stéréotypes négatifs envers les travailleuses du sexe. Donc oui, ça communique, c'est-à-dire que tout le travail en fait qui est fait avec le SNAP depuis des années, ça fait qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est développé de l'ordre d'une forme de vigilance et de précaution en ce qui concerne les besoins des travailleuses du sexe pour pouvoir se sentir en sécurité, pour préserver aussi leurs besoins. Par exemple, ça peut être des besoins d'anonymat, mais ça peut être des besoins d'avoir la maîtrise du discours, etc. Et donc, ça fait que, par exemple, j'arrive maintenant, par exemple, quand on a des demandes de personnes qui veulent faire des documentaires ou de journalistes, qui nous arrivent à Utopie, qui veulent être mis en contact avec des travailleuses du sexe, c'est forte aussi en fait de toutes ces expériences que j'ai développé, que j'arrive à faire passer maintenant aux journalistes certains protocoles pour dire oui, ok, on va pouvoir vous trouver des personnes sans doute qui seront d'accord. Par contre, si il va falloir compenser juste financièrement pour le temps passé. Il va falloir nous soumettre au moins les parties où la personne est citée, par exemple, pour que la personne puisse vérifier que ses propos ne sont pas déformés et qu'elle est d'accord avec ça. Là, par exemple, il y a un documentaire télé qui est en train de se faire. Et j'ai réussi à leur faire signer un papier comme quoi on aura un droit de regard sur le montage. Et on ne signe rien, ni nous, Utopie en tant qu'organisation, ni les travailleuses du sexe avec qui on aura mis en relation, etc., tant qu'on n'aura pas vu le résultat final. Et avec une exigence d'avoir ce droit de regard. Voilà, donc c'est tout plein de choses comme ça qui peuvent paraître très très basiques, mais en fait qui sont pas si faciles à faire accepter à des journalistes, par exemple. Oui, c'est vrai. Je vais maintenant donner la parole à Rémi. Bonjour. Rémi Yang, tu es journaliste indépendant et auteur des Roses d'acier, chronique d'un collectif de travailleuses du sexe chinoises aux éditions Marchali. Je présente en même temps Aying, du coup, présidente des Roses d'acier, qui est une association communautaire de travailleuses du sexe chinoises. Voilà.
Désolée, je suis un peu perdue dans mes papiers. Rémi, est-ce que tu peux déjà présenter le livre que tu as écrit en collaboration avec les Roses d'Acier ? Bien sûr. Alors, Roses d'Acier, donc aux éditions Marchiali. Donc, la maison d'édition Marchiali, c'est une maison d'édition qui ne publie que de la non-fiction. Donc, le travail dans Roses d'Acier, c'est une sorte de prolongement de mon travail de journaliste, où c'est le résultat en fait de 2 ans passé avec l'association, passé avec Aying aussi. Et c'est ces 2 ans que je raconte là dans le livre. Donc c'est une sorte de, on va dire une sorte de journal de bord de l'association, dans le sens où au départ, moi je suis allé les contacter en tant que journaliste. Et petit à petit, la relation a évolué entre l'association et moi. Et on s'est mis d'accord pour que je devienne bénévole de l'association. Et ça, c'est quelque chose que je raconte aussi, que je raconte dans le livre. Donc c'est pour ça que, voilà, en fait, on me suit un petit peu d'une paire. Enfin, en gros, je deviens un peu j'étais une personne qui était complètement extérieure à ce milieu-là, au milieu du travail du sexe. Et en fait, de fil en aiguille, voilà, je rencontre Aying, je rencontre les autres Roses d'Acier, je rencontre aussi tous les autres partenaires avec lesquels les Roses d'Acier travaillent. Et voilà, donc c'est ce livre, c'est un peu ça, c'est un peu une sorte de livre initiatique entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, comment s'est passé un petit peu tout le processus et comment s'est passé le travail en commun, par exemple pour la relecture, tout ça? Alors à la base, moi j'étais journaliste pour Street Press quand j'ai contacté les Roses d'Acier pour écrire un article sur elles. Et à l'époque, c'était sur c'était sur le dispositif, un dispositif anti-agression qui est distribué à leurs adhérentes. À la base, moi, j'imaginais vraiment le papier fait en vraiment 2 temps, 3 mouvements. Je passe une après-midi avec elle, c'est facile, etc. J'écris mon papier le jour d'après et c'est publié la semaine d'après. Ça s'est pas passé comme ça du coup, puisque ne serait-ce que pour approcher le collectif, là je parle vraiment du coup en tant que journaliste, et ça a mis du temps, ça a été un processus qui a nécessité pas mal de temps pour qu'elles m'accordent en fait leur confiance. Donc je suis passé par Médecins du Monde dans un premier temps, ensuite je suis passé par la coordinatrice de l'association Ting, et ensuite j'ai rencontré le bureau de l'association avant de pouvoir accéder au reste des activités de l'association. Et donc tout ce processus-là a mis, alors je crois que c'était peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai commencé à venir aux actions de l'association de manière hebdomadaire. D'abord, dans un premier temps, en me mettant un peu au fond de la salle avec mon petit calepin, posant pas trop de questions, en essayant de me faire un petit peu discret, etc. Et puis en fait, au fil du temps, les Roses d'Acier étant les personnes qu'elles sont, elles ont commencé à s'ouvrir un petit peu à moi. Et moi, je fais la comparaison dans le bouquin et c'est quelque chose que je ressens toujours quand je vais les voir. Il y a un peu ce côté tantine, où en fait elles ont vraiment essayé de m'intégrer, de me parler, de me filer des trucs à manger, de me filer des trucs, elles me filaient tout le temps du coca, etc. Donc il y avait un côté très très chaleureux, et c'est en fait ça qui au fil du temps et au fil des ateliers auxquels j'ai assisté m'a fait me dire c'est trop bête en fait de passer tout ce temps et d'avoir cette super connexion avec l'asso pour n'écrire entre guillemets qu'un article. Donc c'est là que l'idée du livre est venue, et ce travail au long cours justement il nécessitait que je sois une certaine proximité avec l'asso et les femmes de l'asso, et c'est là où on a convenu d'un espèce d'accord entre elle et moi, qui était je donne du temps bénévole pour l'association, j'aide à organiser un petit peu les ateliers, etc. Parce que j'ai
faible maîtrise, elle a le mérite d'exister, hein, mais j'ai une faible maîtrise du chinois. Donc ça me permettait d'aiguiller par exemple les femmes qui venaient à l'association pour leur dire il faut aller là, il faut faire ci, il faut faire ça. C'était pas assez pour malheureusement pour faire des entretiens complets avec elles, mais du coup en fait l'idée c'était voilà, je leur donne un coup de main et elles en échange elles me racontent leurs histoires. Alors justement au niveau de la langue, comme moi j'avais des difficultés avec le chinois, Ting, donc la coordinatrice de l'association, était tout le temps là pour me servir d'interprète. Et en fait, je pense que ça posait aussi un cadre qui était sécurisant pour les femmes, puisque la personne qui posait, enfin en tout cas mes questions étaient entre guillemets filtrées par Ting. Et je dis ça, et en même temps, il n'y a jamais eu de problème, de problème, c'est pas vraiment un problème, mais il n'y a jamais eu de questions où voilà, Ting me disait oulala, ça, faut pas dire, faut pas faire ça, il n'y a pas eu de censure entre guillemets dans mes questions. Par contre, je pense que vraiment le fait que Ting ait été là à chaque fois pour poser que ça soit sa voix en fait qui pose les questions, ça a vraiment changé le rapport aux réponses aussi. Voilà, bon, comme c'était un projet assez long, un livre ça fait quand même 200 pages. Il y a eu la question de la relecture, de faire relire aux femmes. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est que comme elle ne parle pas français, mon père, qui est chinois, il a traduit, je sais pas, peut-être 80% du livre. Donc en fait, toutes les parties du livre où les femmes apparaissent. Et puis on a eu un petit atelier, un moment où les 6 femmes du bureau de l'association, donc qui étaient les personnes que j'avais vraiment le plus suivies pendant ces 2 années-là, ont relu le livre à voix haute et où là je m'attendais à avoir des retours un petit peu justement sur faudrait changer ça, faudrait changer ci, etc. Mais elles étaient plutôt contentes du livre. Et en fait, moi, il y avait aussi une double sécurité à leur faire relire le livre. C'était que d'une part, il n'y ait pas eu d'erreur dans la traduction, que j'ai pas mal compris certaines choses, etc. Et que d'autre part, des fois en fait, effectivement, bon, ça c'est un peu plus sur le travail de journalisme en général, mais des fois les gens quand on les interviewe, ils ont des réponses un peu du tac au tac. Et en fait, ils se rendent compte après avoir répondu que c'était pas ça, qu'il y a une erreur factuelle quelque part, que non, c'était pas en 2017, c'était en 2019, etc. Et en fait, ça permet aussi la relecture, ça permet à la fois que mes sujets aient justement ce lien de confiance et qu'elles soient à l'aise avec ce que je vais écrire, et que moi aussi je me dise mais voilà, en fait ce que je vais écrire, c'est à un moment où il y a une erreur, elles vont le corriger. Ok. Aïng, pour toi, est-ce que tu veux déjà parler de comment ça s'est passé? 好的，大家好，黑米这本书是，其实我们铿锵玫瑰可能有一部分人还不是很了解我们，我这里很简单的来介绍一下。 Bonjour à toutes et tous. Déjà, peut-être pas tout le monde connaît bien le rosacier, donc je vais le présenter très brièvement. 我们铿锵玫瑰是有2014年成立的，到现在已经有10年了。我们是一群中国的性工作妇女。Donc on a été créé en 2014, on est plus 10 ans maintenant, donc on est une association communautaire entre les femmes travailleuses du sexe chinoises. 我们协会成立到现在已经有，我们是一个会员制，因为我们每个妇女是15块钱的会员费。 Donc on a une structure pour avoir des adhérents, ça veut dire que chacune paye 15 € pour toute année.
我们协会是只有一个工作人员，因为也是那个资金不够嘛啊，但是我们有320多个会员。On n'a qu'une salariée, ça veut dire la coordinatrice de Rosacier Team, parce qu'on n'a pas assez de financement, mais quand même, on a plus de 300 adhérents. 我们为这些妇女们做了很多，等于说，因为会员制嘛，为妇女们这些会员做了，等于说有很多培训啊，那个这个叫什么健康培训啊、法律培训啊，法语啊，还有是反正等等嘛，妇女那个健康。Donc, on a fait beaucoup d'ateliers concernant la santé, ateliers juridiques, et aussi on fait aussi les cours français. 我们协会还有一个24小时的那个热线电话，因为我们的妇女不单单是在巴黎工作，还有很多外省在那个网上工作的，他们在。打个比方，因为我们中国人那个法语不好嘛，语言不太好，所以在外面有紧急的时候，我们是有那种双休日的，还有那个24小时的那种，下班了以后没人接电话的时间，但是我们那个热线只要接到电话，肯定第一时间为他们解决问题。Donc, on a un hotline pour 24 heures. Ça veut dire que notre adhérent peut appeler n'importe où, n'importe quand, parce qu'il y a beaucoup de femmes chinoises DDS qui travaillent à Paris, à banlieue ou hors Paris. Pour les régions hors Paris, il y a moins de ressources et si on rencontre des situations urgentes, on peut appeler et demander des ressources et demander de l'aide. 我们协会还有一个公积金，为那些等于生了重病的人不能工作的，给他们一点点生活上的补助。Donc, on a aussi une petite fondation pour financer les personnes qui ne peuvent pas travailler à cause du santé, à cause ou des autres problèmes. 黑米这本书嘛，我们主要协会黑米写这本书，主要是让更加多的人了解我们这些中国性工作者在法国的酸甜苦辣生活吧。Donc, je pense que le livre de Rémi vraiment faire connaître la situation des DDS chinoises ici-là, de faire connaître notre vie derrière de DDS. 通过这本书，也让更多的社会人士了解了我们协会和这些妇女的想法和是你生活。Aussi faire connaître Rosacier, notre association, aussi notre pensée, notre vie. 也得到了很多社会人士的帮助和捐款。在书发布之后吗？对。C'est après la publication de ce livre, on a vraiment reçu des aides dans la société et aussi quelques financements. OK, 谢谢。Merci. Peut-être une dernière question pour toi, Ying, mais qu'est-ce que ce livre a pu changer, enfin, et tout le processus a pu changer dans l'image de la communauté de TDS chinoise et aussi à l'estime de soi des TDS qui ont participé à ce processus. « 这本书因为黑蜜来参与到我们这个协会的时候，我们一开始也是有很多抵触的嘛，因为不了解。后来接触下来，觉得哎呀，这个对我们来说，因为让大家有一个自信嘛。本来我们这个工作也有很多人歧视我们，因为毕竟是
在很多人眼里，性工作不是太那个高大上的工作。Donc, en fait, au début, la participation de Rémi dans notre association, il y avait beaucoup de malentendus. On n'a pas vraiment fait confiance avec Rémi, mais après, on s'est rendu compte que ça nous fait du bien. Et en fait, c'est pour contre la stigmatisation parce qu'on a vraiment reçu beaucoup de stigmatisation dans la société. 所以我们想通过《黑蜜》这本书，让更加多的人了解我们，还有我们也把我们自己在法国的这些年的生活啊，更多更详细的让大家来了解我们。Donc, c'est aussi à travers, grâce à ce livre de Rémi, on peut vraiment transférer notre vie à le public parce qu'on est des femmes déjà ici là, la plupart déjà dizaines d'années ici en France. 还有，因为在这里很多人好像有一种等于说先入为主的想法，哎，我们这些人好像都是被那些组织卖淫啊，被那些等于说是控制的那种想法，所以我们其实都是自愿的，不是被组织卖淫控制的，都是自愿选择了性工作者这个工作。因为我们法语不好，还有没有身份，所以也找不到别的工作嘛。所以在这里也很感谢黑蜜这本书。谢谢。Donc, il y a des clichés comme on est des victimes de traités humains, mais en fait, on a choisi de faire ce métier-là. Et donc, aussi, merci beaucoup à Rémi qui a écrit ce livre pour changer cette image-là. Merci. Donc, si vous voulez, on peut passer. Merci. Merci à tous nos intervenants. On a quelques minutes pour des questions, si vous le souhaitez. Des remarques. Tout le monde a tellement bien parlé qu'il n'y a plus de questions. Je me demande pas pourquoi. On m'a dit les blancs c'est pour la salle et les jaunes c'est pour ailleurs. J'avais une petite question. Alors, je suis Bénédicte, je suis chargée de mobilisation communautaire à Lucha, Rouen, médecin du monde. Et à côté de ça, je suis également TDS, créatrice de contenu et assistante sociale. Et voilà, j'ai plusieurs casquettes. Parlez plus fort, d'accord, je parle plus fort. Donc, je suis aussi créatrice de contenu TDS, en plus d'être chargée de mobilité communautaire, mobilisation communautaire sur Lucha. Et par rapport à ce que Vera et Carmina disaient tout à l'heure sur la question de l'importance d'être authentique et de montrer des réalités sur la réalité du travail du sexe, du travail du sexe. D'ailleurs, je vous invite à voir le TTDS, vraiment. Allez le voir, s'il vous plaît. C'est important aussi de rappeler qu'il y a en ce moment une grande romantisation du travail du sexe sur les réseaux sociaux. Rien que cette semaine, c'était Q-Officiel là, qui nous ont fait un reportage sur la vie des mimeuses et des créatrices de contenu sur OnlyFans et Mime. Et on avait une représentation que de jeunes femmes très jeunes, très blanches, très musclées, très aisées. Voilà. Et c'est absolument pas représentatif du travail du sexe. Et il y a vraiment cette glamorisation, cette romantisation du travail du sexe qui est inquiétante. Parce que autant on n'est pas... voilà, on doit lutter contre les abolos au quotidien qui essayent de faire sauter nos comptes. C'est déjà ça. Mais on doit aussi lutter contre ce pro-sexe à outrance de romantiser
le travail du sexe à faire croire à des populations très jeunes et très vulnérables qu'on peut se faire une tonne de fric en ouvrant un mime ou un OnlyFans. Voilà, je voulais amener ça. Oui, ça aussi. alors c'est super intéressant parce que c'est un peu vrai, mais je pense que c'est pas tellement dû au travail du sexe en soi, si ce n'est plutôt à la glamourisation des métiers de l'influence en ligne. Parce qu'en fait, ce qu'ils sont surtout en train de glamouriser, c'est pas tellement le fait d'avoir un OnlyFans et d'être riche, c'est le fait d'avoir un genre de présence en ligne, d'être influenceur, influenceuse. Et en fait, on voit ça aussi avec les influenceurs qui sont pas forcément travailleurs du sexe, c'est-à-dire, je veux dire, tous les gamins des générations, on va dire, je sais pas, X ou Alpha. Il y a toujours eu un moment où voilà, tu rêves d'être Squeezie, tu rêves d'être Lena Situation. Et en fait, étant donné que à cause de la censure et à cause des algorithmes, le travail du sexe en ligne est en train de se retrouver en fait obligé à participer à cette course en fait au buzz et au contenu viral. Et donc on retrouve les mêmes tropes maintenant que dans les métiers d'influenceurs, on va dire classiques, où effectivement les gens se disent ah putain elle a l'air de vraiment avoir la belle vie parce que elle est tout le temps en train d'aller je sais pas en vacances aux Maldives et tout ça c'est grâce à ses photos de pieds sur OnlyFans, donc ça a l'air vraiment génial, mais au final c'est ce qui est glamourisé finalement c'est plutôt le côté influenceur influenceuse, je dirais, que le travail du sexe en soi. Oui, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que comme Carmina disait, en fait maintenant il y a une vraie collision entre l'influence et mime et OnlyFans. Je veux dire, on voit bien que ça a été popularisé non pas par les TDS au début, mais par les stars de la télé-réalité. Il y en a quand même beaucoup qui s'y sont mis très rapidement. Et évidemment, on voit que en fait, il y a de plus en plus une distinction qui se fait entre la prostitution, les travailleurs du sexe et les créateurs de contenu. Et donc là-dessus, effectivement, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de putophobie qui s'installe, etc. Parce que ça a tendance à invisibiliser beaucoup de problématiques et tout ça. Mais après, on est aussi tellement maintenant noyé dans la masse. Je veux dire, avec le Covid, il y a eu tellement de personnes qui ont voulu se lancer que, en fait... on voyait des modèles télé-réalité, tout ça, et on s'est dit, c'est le seul modèle, je vais devoir faire le buzz, je vais devoir faire tout ça pour réussir, alors qu'il y a d'autres modèles qui sont possibles, mais qui sont peut-être moins rentables aussi, on ne sait pas. Donc voilà. Et je pense qu'on peut rajouter aussi à ça, c'est ce qui est en fait une des causes de ça. Je pense que c'est la censure en fait qui est galopante sur les réseaux sociaux et partout ailleurs sur Internet. Hein, mais là en l'occurrence on parle vraiment de réseaux sociaux. En fait le fait que cette censure soit de plus en plus forte fait que maintenant on est obligé d'employer des euphémismes tout le temps pour parler de sexe, de travail du sexe. Et moi ça me donne l'impression au final que il y a d'une certaine manière qu'en fait le travail du sexe est minimisé dans les gros comptes, on va dire de grosses influenceuses et en fait actrices pornographiques, parce qu'en fait c'est ça, c'est que maintenant on ne dit même plus le terme, on dit créatrice de contenu pour adultes, et j'ai l'impression que dans la tête des gens ça met une certaine distance par rapport au sexe, parce qu'on peut pas dire elle est actrice porno, ou comme on pouvait dire dans les années 90 en France elle est hardeuse, où tout de suite on comprend qu'il y a une notion de oui en fait on fait du sexe et en fait les 5000 € que je me fais par mois c'est pas parce que je suis Mimi, c'est parce que j'ai fait des doubles anales sur OnlyFans qui se vendent très bien. Et en fait il y a ce problème de la censure des mots, la censure du sexe, la censure de la sexualité, elle est en train justement de mettre une certaine distance et de transformer en fait les personnes qui font du porno en ligne en influenceuses, on va dire lambda, parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que moi demain si je veux faire un TikTok pour faire ma pub, il faut peut-être que je sais pas j'ai appris à mon chat à donner la patte. Je me dis tiens ça
Ça va marcher sur TikTok, ça va faire 100 000, 200 000 vues et ça va faire de la pub pour mon OnlyFans. Mais du coup, les gens, ils vont peut-être se connecter à OnlyFans en disant tiens, elle est acrobate avec des chats. Non, pas du tout. Et en fait, il y a ce problème que comme on est obligé de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour se faire sa pub, parce qu'on peut plus dire hey, abonne-toi, je suis à poil sur mon OnlyFans. On peut pas dire ça. On est obligé de dire hey, salut, je suis en train de faire une omelette au poivron. Qu'est-ce que t'en penses? Et du coup, il y a vraiment une distance qui s'est créée par rapport à ça. Et donc, maintenant, les personnes qui font du travail du sexe en ligne sont des influenceurs lambda. Et il y a fatalement cette espèce de glamourisation des métiers de l'Internet, des métiers de l'influence qui s'applique aussi, du coup, maintenant aux personnes qui sont travailleurs du sexe. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Parce que c'est bien aussi d'être considéré comme tous les autres influenceurs au final. Mais peut-être que les gens se rendent pas compte qu'en fait, ce qu'on fait sur OnlyFans, c'est pas que des omelettes au poivron. Genre. Et on va prendre la dernière question, on va nous essayer de répondre très rapidement. Moi, s'il y a deux choses dans ce que tu as dit, c'est le quotidien, ils ont cherché à faire ça, ils ont cherché à prendre des profils parce qu'ils savent que ça va faire de l'audience et ils savent que c'est des personnes qui sont identifiables et c'est pas toujours louable, mais c'est un objectif purement en termes d'audimat et de public qui va regarder, quoi. Et l'autre chose, c'est que je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Et il y a aussi toujours la course, comme il y a la censure, comme il y a beaucoup de gens qui se lancent sur les plateformes, il y a toujours la course au contenu toujours plus trash, à tout ce qui de pire, quoi, parce qu'au bout d'un moment, ça devient juste... Alors, oui, mais attention aussi à ça, parce que ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps. On me dit, ah oui, mais vous trouvez pas que c'est de plus en plus trash? Je suis pas d'accord avec le problème, trash, voilà, et le problème, c'est ça, c'est qu'on arrive, au final, on se retrouve avec des personnes qui critiquent, qui pourtant sont travailleuses du sexe. De ça pour dire que tout est forcément négatif. Voilà, et qui utilisent en fait les mêmes arguments que les abolos peuvent avoir contre le travail du sexe, contre des collègues, parce qu'elles trouvent que ce que les collègues font, c'est trop. Ouais. Moi, je sais qu'on me pose toujours, les journalistes me posent la question de qu'est-ce que vous pensez de Bonnie Blue. Donc Bonnie Blue, pour les personnes qui savent pas, c'est la personne qui a battu le record et donc qui a couché avec 1000 hommes dans la même journée pour le mettre sur son OnlyFans. Et en fait, moi je réponds toujours, mais en fait, si elle était contente de le faire, c'est très bien. Il y a eu un documentaire qu'elle a géré elle-même pour montrer la performance. C'est une performance artistique, c'est une performance physique, c'est un record. Elle a gagné tellement d'argent. J'espère qu'elle va prendre sa retraite à 35 ans. Je serais ravie pour elle. Mais aujourd'hui, j'entends des personnes qui sont travailleuses du sexe qui disent oui, mais elle dessert la cause. Oui. Parce que c'est trash. Mais en quoi c'est trash de faire 1000 missionnaires avec 1000 gars et pas 1000 missionnaires avec ton mari? Enfin, qu'est-ce qu'on... Et il y a juste un autre truc que je voulais juste ajouter. Moi, je suis TDS aussi, mais je suis journaliste aussi à côté. Et du coup, j'essaye de mettre en avant les sujets sur le travail du sexe dans les médias. Et il y en a plein qui sont intéressés. Genre, on m'a demandé des sujets pour les Arocs et tout. Et dès que je veux parler de ça, ils me mettent toujours des limites. En mode, tu peux parler, mais pas trop, mais ça, tu détailles pas. Mais moi, je voulais juste rajouter merci beaucoup d'avoir pris la parole sur tout ça. Moi, je voulais juste rajouter un petit truc pour l'extrême et le trash. C'est que c'est pas que un truc qu'on voit dans le porno. C'est un truc qu'on voit sur YouTube. Je veux dire, je passe 24 heures dans une maison en carton, machin, blabla. Et c'est ridicule, en fait. Mais c'est parce qu'on est dans la... Oui, voilà. On est dans une culture de ça, du toujours plus, du buzz, de l'extrême, de... Voilà. C'est ça. Merci.